Ning ne les a pas suivis jusqu'ici, mais Aurémia demeure préoccupée. Longtemps, elle scrute l'horizon en espérant recevoir un signe que la grande baleine a entendu leur appel. En vain. Il n'y a que ce pauvre Garuda qui vogue au loin. Son glacier encore rétréci. Aurémia sent une grande fatigue envahir son corps et son cœur. Dors, je resterai près de toi, lui chuchote Outia. Étendue près de la mer, la brise du nord caressant ses joues, elle se laisse gagner par le sommeil. Aurémia rêve. Comme toujours, elle plonge au fond de l'océan. Elle va rejoindre la grande baleine endormie, celle dont le dos est attaché à la croûte terrestre. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. La baleine l'attend. Elle est libre et bien réveillée. Et Aurémia connaît enfin son nom, Nioma. Aurémia rêve toujours. Elle flotte maintenant au-dessus d'une vaste forêt de pins déformée par les ondulations aussi impressionnantes qu'étranges. Le mouvement des arbres ressemble à la respiration d'un être vivant. La petite rouquine se rend compte qu'elle se trouve sur le dos d'un cerf-forêt. La titanesque bête verte lui présente ses bois. 2 troncs géants et noueux qui poussent sur sa tête. Aurémia s'y agrippe fermement et constate qu'elle se trouve au milieu de l'océan Pacifique en se hissant sur de interminables pattes. Le cerf-forêt fait danser des millions de morceaux de plastique à la surface de l'eau, de vastes étendues multicolores qui entourent ses pieds. I always been a wild child, a dream chaser, a poet. And thanks to my father, who brought me in epic walks in the forest, telling me stories that involve all my 5 senses and invoked all the physical elements of nature. He taught me the craft and love of visual thinking and of music and its impact on the human mind. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire du Forum Mutation, le livre à l'ère numérique. On aborde aujourd'hui, en fait, pour la deuxième période du volet innovation narrative et expérimentation, on accueille Jonathan Bellil, qui est un concepteur d'expériences vraiment dynamique, originale et innovante. Ce qu'on a vu, c'est vraiment une expérience du livre renouvelé où le lecteur active l'animation par la lecture et ce n'est qu'une seule des multiples initiatives originales entreprises par Jonathan Bellil depuis plusieurs années. Alors, je vous avise que le Forum Mutation est une initiative appuyée par le Conseil des arts du Canada à travers le Fonds stratégie numérique et c'est organisé par Topo, un centre d'artistes en arts numériques qui a mené plusieurs initiatives autour de la littérature numérique, de la fiction interactive depuis plus de 20 ans. Alors, voilà. Merci, Jonathan. À toi la parole. Merci, Michel. Je vais partager mon écran. Et là, je ne vois pas les visages des gens, fait que ça doit être un peu normal. Puis, je vais aller sur mon... Quand tu te mets en partage d'écran, tu ne vois plus les autres. All right. Donc, pour commencer, je vais juste vous expliquer un peu la genèse de ce projet-là, juste rapidement pour que le monde puisse suivre. Attendez, qui peut partager? Tous les participants. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui? Oui. Parfait. Donc, c'est un projet qui dure depuis longtemps dans ma tête. Juste donner une petite perspective là, sur le temps qui a passé entre le moment où j'ai eu cette idée-là. C'était en 2005. J'ai fait un rêve assez complexe et complet
Je me suis réveillé, j'ai écrit pendant probablement 24 heures et dessiné l'équivalent de ça. À peu près tout le projet que vous allez voir aujourd'hui et les tangentes ont tous été illustrés et inventés en une nuit, mais ils ne se sont pas développés et ingénierés en une nuit. Ça a pris pratiquement 10 ans avant que le projet naisse dans une application. Et surtout, le fait est que, ça va revenir souvent dans ma présentation, la technologie, elle n'existait pas pour faire ce que je voulais faire. Fait que tout le monde me disait c'est impossible, tout le monde me disait ça va être trop cher, tout le monde me disait qui va utiliser ça. Puis moi, tout ce que je trouvais comme idée, c'était une observation déjà en 2005 que les gens commençaient à moins lire, qui commençaient à avoir de l'addiction sur les écrans déjà. Puis on n'était même pas encore à l'ère de la tablette. J'avais proposé ce projet-là à l'ONF qui m'avait dit que ça allait coûter 2 millions. Donc, j'avais abandonné le projet, mais j'ai continué à l'écrire. Et donc, aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est un peu la séquence de toute l'évolution de ce projet-là, des bons coups, des choses plus tristes, des choses plus complexes au niveau notamment de la mise en marché et qu'est-ce que ce projet-là est en train de devenir aussi. Donc, je vais me lancer. Ça fait déjà à peu près... ça fait 2021, 4 ans, 5 ans, j'ai lancé une campagne Kickstarter qui s'appelait Wuxia de Fox, un livre augmenté. L'idée, c'était d'inspirer les parents et les enfants à reconnecter avec la nature, une façon aussi de leur faire redécouvrir la lecture à un âge où est-ce que les tablettes les fascinent. Et étant donné que les enfants ont un apprentissage par les doigts très avancé, la préhension chez les enfants, c'est ça qui fait qu'ils découvrent le monde. Bien, la tablette, c'est vraiment comme de la drogue pour les enfants. Et donc, moi, à l'époque, j'avais une petite fille, Alice, qui était asthmatique. J'étais souvent à l'hôpital avec elle, puis je lui donnais souvent la tablette pour passer 2 heures à dormir pendant qu'elle était sur la cortisane bien réveillée. Ça a été une grande erreur parce que ma petite fille, elle avait 4 ans à l'époque, puis elle a développé une forme d'addiction à la tablette qui m'a fait beaucoup peur, puis qui m'a motivé à développer le plus vite possible des interactions qui allaient empêcher les enfants de devenir addicts. Fait que je vais partir la vidéo, mais je vais essayer de limiter la quantité de vidéos que je vais vous faire voir, mais ça, c'est la vidéo qui a toute partie, puis qui nous a permis de ramasser l'argent nécessaire pour faire le premier prototype de l'application que je vais vous montrer tout de suite après. Je passe ça ici. Est-ce que j'ai mis le son? Ouais. Hi, my name is Jonathan Bellil, and I'm going to tell you the story of Wuxia the Fox. It's a recollection of many dreams I had for 8 years now. So there's a comet hitting planet Earth where Orimia is living. That leads her to follow the trail of a little fox called Wuxia, a very young fox that lost all his family. They will try to find the whale, Neoma, and make the human dream possible again. Wuxia the Fox is a transmedia project that comes as a book, an illustrated book paired with an iPad app. The iPad app reacts to what it hears and to what it sees. As you speak, the soundtrack adapts to your tempo, adapts to the drama that you're adding in your tone. So the surrounding of the book will affect the app. So basically I could have little blocks with symbols that I place on the book, revealing new scenes in the iPad. You can wear a mask, the iPad will see that, react. That app is a very strange instrument that, once unlocked, helps you see and hear different stuff in the book.
This whole ecosystem, this book and this iPad app, is part of that Kickstarter campaign. This is the first door to the Wookster world. Please help us make this happen. Donc, quand on a présenté ce Kickstarter-là, évidemment, le projet n'existait pas. Je n'avais pas d'équipe de développement, je n'avais pas non plus d'équipe d'illustrateurs, je n'avais pas personne qui allait nécessairement financer le projet. Donc, ça a été important au début de communiquer ma passion, ma vision pour le projet. Le fait de faire une vidéo sur Kickstarter, c'est primordial, mais ça a été le déclencheur de toute la communauté qui s'est ralliée avec moi pour faire, par exemple, ça a attiré les illustrateurs qui étaient intéressés à ce genre de projet-là à se manifester et à dire « Hey, je peux rendre tes dessins encore plus beaux. » C'est moi qui faisais la musique dans le trailer, mais ça m'a permis d'attirer des musiciens qui ont voulu m'aider à faire du mastering puis de faire la musique du film avec une meilleure qualité, par exemple. Ça m'a permis de sécuriser un lien avec les amis de Québec qui faisaient la programmation, qui étaient des anciens dans le jeu vidéo, qui ont dit « Écoute, on veut vraiment faire le projet. » Fait qu'ils m'ont comme donné du temps, en sachant très bien que peut-être je n'aurais pas le Kickstarter, mais ils m'ont aidé à développer les idées techniques pour être prête si jamais le Kickstarter levait, qu'on allait réussir à faire ce qui est promis. Parce que dans un Kickstarter, tu as quand même une entente légale, il faut que tu livres la marchandise. Ça arrive, je pense, 60% des fois sur Kickstarter que les choses ne sont pas livrées. Donc, c'est des projets qui ne sont pas menés jusqu'à la fin. Et donc, moi, je voulais vraiment réussir à livrer et le livre et l'application. Vous allez trouver ça drôle, mais ça a été plus facile de faire l'application que faire le livre. C'est très cher d'imprimer des livres. Et donc, je n'ai pas fait trop de profit dans cette aventure-là, mais j'ai imprimé, comme je vous dis, à peu près avec la campagne Kickstarter. Ce qui est intéressant, c'est que tout était à faire. Il fallait bâtir l'évangélisation autour du projet. Il fallait que j'aille chercher des gens pour avoir plus d'argent pour faire plus qu'un prototype. Mon idée, c'était vraiment pas juste de faire un test, c'était de développer un écosystème complet pour éduquer les enfants au 21e siècle, c'est-à-dire par la voix puis par les gestes, et idéalement, les éloigner le plus possible de tout ce qui est juste l'écran. Ça ne me dérange pas l'écran, ça ne me dérange pas non plus aujourd'hui, mais c'est important la multisensorialité, donc impliquer tout le corps était primordial pour moi. Sinon, j'allais lâcher le domaine au complet du design d'interaction parce que je trouvais que la tendance était de créer juste des addicts. Je n'ai pas trop tort sur le fait qu'il y a en masse d'articles en ligne qui sont sortis sur l'addiction aux écrans, mais chez les adultes et les enfants. Mais je crois qu'on est capable de désamorcer ça. Donc, la campagne Kickstarter nous a amené à structurer le projet autour de livrables. Et donc, ça nous forçait, en travaillant avec Kickstarter comme un outil, on pourrait dire, de planning, de dire comment les gens vont nous découvrir, qu'est-ce qui attire les gens, qu'est-ce qui les passionne, pourquoi ils vont payer 15$ ou 50$ ou 300$. Des fois, c'était du love money, des fois, c'était des gens qui voulaient vraiment acheter la version unique des livres. Et il y avait aussi, évidemment, toute la portion technologique. Donc, j'avais 3 audiences assez différentes. La plupart des gens, puis ça va être un peu comme le curse de tout le projet que vous allez voir au fur. Quand tu fais un projet hybride qui mélange cinéma, application et livre, tu te ramasses avec des messages marketing mixtes, très complexes à gérer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils achetaient un livre, il y a des gens qui pensaient qu'ils achetaient un film, il y a des gens qui pensaient qu'ils achetaient une application qui fonctionnait sans le livre. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais vraiment puriste là-dessus. Je ne voulais pas vendre un app. Je ne voulais pas que les gens achètent un app et qu'ils n'aient pas besoin de lire sur du papier. Je ne voulais pas qu'ils lisent sur une tablette. Donc, ça allait créer des frustrations chez certaines personnes qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais choisi que la lecture se ferait dans le livre papier et que le film se passerait sur l'app. Parce qu'ils disaient, oh, mais c'est stupide, tu aurais pu tout mettre sur l'app. Ben, c'est l'antithèse du projet. T'sais. Le projet était de ramener les jeunes vers le livre. Donc, je vais vous présenter ensuite
ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on est évidemment, le FMC, ils ont surfé sur le fait qu'on avait réussi à faire un crowdfunding qui avait eu du succès. On a ramassé 65 000 $ avec 318 personnes. La moyenne de donation était de 204. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les 300 personnes, c'était toutes des gens qui ensuite ont continué à pousser pour que le projet soit vu, entendu. Donc, j'ai eu des journalistes là-dedans, j'ai eu des Sylvain Carl qui est allé spreader ça dans les réseaux technologiques pour essayer de trouver peut-être d'autres personnes intéressées à supporter le projet. Donc, là, je vais sauter du coq à l'âne dans ma présentation entre comment j'ai structuré l'histoire de Wuxia, puis qu'est-ce que ça l'a mangé en hiver au niveau de la production. Mais je vais vous montrer aussi des résultats commerciaux appliqués de Wuxia, puis un peu comment le futur de cette application-là peut se manifester là, dans les prochaines années. Donc, je vais juste regarder quelque chose ici. Ah oui, OK. Donc, avant de présenter ça, je vais montrer ça ici. Donc, qu'est-ce que c'est la recherche de Wuxia? Fondamentalement, ce que je cherchais à faire, c'était de créer un entraînement d'une machine, là, d'un serveur, qui allait reconnaître toutes les phrases qui étaient dans le livre. Pour faire ça, à l'époque, il n'y avait pas encore Google Dialog, il n'y avait pas encore Facebook AI, il n'y avait aucun AI encore capable de faire de la reconnaissance vocale commerciale à la demande. C'est-à-dire que je dis, hey, moi, j'ai 300 phrases à faire reconnaître, puis je veux déclencher des scènes de film avec la phrase qui est reconnue. Ces systèmes-là, évidemment, ils n'étaient pas développés et la plupart des statuts de ces applications-là n'étaient même pas finis. Donc, on avait commencé à analyser Nuance, qui est un énorme service là, de reconnaissance vocale. On avait checké Android, Seed Vocal, on avait checké Olympus, API AI. Puis, comme vous voyez, c'était comme jamais des solutions vraiment parfaites. La solution parfaite qu'on cherchait n'existait pas encore. Elle a existé seulement 8 ans plus tard du projet. Donc, ce qu'on a fait pour livrer, c'est qu'on a inventé... On a fait l'entraînement avec des lectures d'enfants de 50 000 phrases. Donc, j'ai fait lire 50 000 fois le livre pour entraîner les phrases qui devaient être reconnues par le système. Ce qui est un peu fou, c'est que 8 ans plus tard, j'ai pris la même application que vous allez voir là, dans les prochaines slides. J'ai pris la même approche avec Google Dialog. Et Google Dialog, eux, pour chaque mot de la langue française, ils ont 1 million de fois le mot lu. Et ça vous donne une idée de la capacité de reconnaissance de Google. Et en plus, au lieu de reconnaître juste le français, parce que là, quand je vous dis que j'ai fait un entraînement de 50 000 fois de phrases lues, c'était juste en français. Je ne supportais pas l'anglais, là. Donc, quand je suis arrivé 8 ans plus tard, Google, ils ont dit, oui, on peut faire ton projet. Ça va coûter 100$ par mois, puis on va supporter 52 langues. Fait que, dans le fond, j'aurais pu attendre 8 ans avant de sortir au Wuxia, puis j'aurais sauvé 200 000$. Mais j'étais trop pressé puis trop artiste pour écouter les voix de la raison. Donc, je l'ai lancé il y a environ 8 ans avec un moteur que j'avais créé avec une compagnie d'ingénierie qui ont utilisé toutes les choses que vous voyez là à différents égards. On a éliminé plusieurs solutions, comme vous voyez, puis on est allé plus à la fin. On a commencé avec Nuance. On a commencé avec Nuance qui était capable de faire une solution iOS très intéressante, mais qui était très chère après 1 an. Donc, le premier prototype de Wuxia utilisait Nuance, qui existe encore aujourd'hui, qui est disponible là, pour les auteurs ou les créateurs. Très cher, mais très, très, très avancé au niveau de la reconnaissance. Et après 1 an, j'ai reçu une facture de 100 000 $ de Nuance pour continuer. Fait que moi, j'ai juste fait, je vais passer à un autre fournisseur. Et ça, c'était en 2015. Donc, ce qu'on a fait avec Nuance, je vais vous montrer différents trucs ici. Wuxia de Fox.
quand on travaille avec un moteur de reconnaissance vocale, il faut juste s'imaginer écrire comme un script de film, mais qu'il y a un petit peu plus d'interaction possible durant une scène. Donc, tu sais, je vais vous présenter ça là, à froid. Ce document-là, je pourrais même le fournir à Michel si jamais des gens qui veulent l'étudier. Là. Mais c'est vraiment, imaginez-vous comme un livre. Donc, je suis vraiment allé de la façon la plus classique quand j'écrivais le livre et je faisais l'app en même temps. Donc, au lieu que mon cerveau pense comme un auteur de livre ou comme un développeur d'application, j'ai fait les deux travaux en même temps. J'ai travaillé l'écriture de l'histoire qui était déjà un peu... Donc, je fais juste faire ça. Rapidement, l'idée de tout ça, c'est que au lieu de travailler sur une application ou sur un livre, vu que les deux se parlent, vu que ça me permettait de voir en contexte les incongruités entre le moment où la personne lit puis savoir l'état d'esprit d'un lecteur pour pas juste créer une app parallèle au livre, mais que ce soit vraiment intersecté. J'ai fait les deux travaux d'écriture et de programmation en même temps. Donc, les développeurs voyaient le travail de l'auteur qui travaillait avec moi puis l'illustrateur, en même temps que les cinéastes utilisaient ça aussi pour faire leur montage. Parce qu'évidemment, vu que c'était un film qui allait être lu, le film était décomposé à la seconde près. C'est-à-dire, tu sais, la personne est en train de lire, puis quand elle va avoir fini de lire, il faut partir telle musique. Fait qu'il y avait des moments de film qui étaient prévus, mais qui devaient attendre que l'usager ait fini de lire pour que ça se produise. Donc, c'était nouveau pour les cinéastes qui travaillaient avec moi, puis c'était nouveau pour les programmeurs de travailler avec des gens qui étaient en train de faire du storytelling pendant qu'eux faisaient de la programmation. Ça, c'était le premier volet. Donc, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait ma structure de livre sur le côté avec mes textes puis mes pages. Ça, c'est les phrases qui allaient être lues. Et ça, c'était mon intention. Et en parallèle, sur le côté, dans les cellules F, G, H, I, J, vous avez le temps de lecture moyen, la musique qui part, les loops musicaux. Donc, tu sais, par exemple, à la cellule 10, là, la pierre lunaire, 20 symboles d'animaux. Le temps de lecture de cette section-là est d'environ 30 secondes. La musique que je vais partir quand cette lecture-là, elle est faite, ça va être ça. Puis, tu sais, en même temps, j'utilisais ça comme un inventaire de contenu à produire. Donc, quand je disais qu'il y avait une musique qui devait être faite, je partais d'une conversation avec Cortex et avec mon musicien en disant le fichier de musique va être nommé comme ça. Puis, on avait des discussions sur la production à travers ce fichier-là. Donc, on a créé un fichier. On a créé un suivi avec les illustrations à produire. On a fait un script qui était toutes les illustrations qui devaient être vues dans l'application, le texte qui était en train d'être lu, la durée de la lecture, les sons, les effets sonores qui devaient être entendus pendant que la personne lisait, la musique qui devait partir. Et l'idée, juste que vous compreniez, c'est que la musique et les sons et les vidéos sont synchronisés avec la lecture. Donc, quand la phrase est entendue, on avait comme 1 à 2 secondes de temps avant que l'ordinateur renvoie en disant « J'ai entendu la phrase, qu'est-ce que je fais? » Et donc, il fallait tout le temps calculer un peu une vitesse de lecture moyenne de à peu près un paragraphe par 2 secondes pour être sûr de ne pas projeter trop de sons ou d'images en même temps, puis laisser le temps à la personne de lire. Puis ce qu'on s'est rendu compte, juste que vous sachiez, c'est que les enfants, premièrement, ils ont un high pitch, donc ça va très, très mal reconnaître la voix avec les enfants parce qu'ils ont des voix trop aiguës. Et les moteurs de reconnaissance vocale sont entraînés par des adultes. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps à faire de l'enregistrement pour que mes phrases trigger au bon moment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé dès le départ, avant même que l'application soit faite, j'avais présenté le même projet aux cinéastes et aux programmeurs pour dire ça, c'est la phrase qui est lue, ça, c'est le son qu'on entend et c'est la durée du son aussi. Tu sais, le son, il est-tu en loop? Est-ce que le son va fader ou est-ce que le son, par exemple, va partir 3-4 secondes après que la personne ait lu? Donc, des fois, il fallait... Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi que le son soit en sync avec la lecture. C'était que j'avais comme une impression, une intuition que quand on lit un livre et que soudainement le son devient dramatique,
ça allait changer la tonalité de la voix ou ça allait changer notre intention ou notre mindset. C'était vraiment important. Puis c'était difficile d'expliquer aux développeurs pourquoi c'était si important, ce feature-là, d'être capable de gérer les loops sonores puis d'en ajouter plusieurs couches au lieu de juste faire partir une musique qui contient tout. Parce que moi, ce que je voulais, c'est vraiment que chaque lecture soit différente. Que si tu lis vite, tu vas sauter certains sons. Si tu lis au bon rythme puis tu prononces bien, tu vas entendre plus puis tu vas voir plus. Puis une fois qu'ils ont compris le principe pédagogique, éducatif que j'avais derrière l'app, ils ont mis vraiment beaucoup d'efforts pour le rendre possible. Mais si j'avais juste dit, c'est juste un film, tu lis, puis là, ça part la scène, ça aurait été vraiment facile. Ça aurait été juste une vidéo qui part. Mais moi, j'avais tout voulu séparer. Même chose pour les vidéos. Il fallait trouver une façon que les vidéos puissent transitionner ensemble, de fade to black. Donc, on a choisi une technique dans After Effects pour aller plus facilement simuler un film. On a pris les animations, les illustrations qu'on avait faites, les illustrations que je vais vous présenter tout de suite après ce dossier-là. Les illustrations, on les a comme faites en layer dans Photoshop, très, très high-res. Et ensuite, on les a spatialisées dans After Effects. Donc, dans After Effects, on peut mettre une caméra dans un 2.5D, c'est-à-dire un environnement où l'illustration, elle est, on pourrait dire, approfondie. Tu sais, chaque layer, mettons, 1 cm un en arrière de l'autre. Et donc, on peut se promener de façon horizontale, verticale, 3D, dans une illustration 2D. Et ça l'a permis de faire des illusions de mouvement, ça l'a permis de faire des mouvements de caméra dans une illustration, de top-down camera ou de bottom-up ou de zoom-in, zoom-out, sans avoir à faire une vidéo traditionnelle. Ça, c'est encore une fois une question de budget, mais aussi de garder l'équipe la plus petite possible et la plus près possible de la vision. Évidemment, ce que vous voyez sur le côté, après les transitions vidéo, tout ça, c'est tout ce qui est son user action. Dans l'application de Wuxia, mon intention, c'était d'inciter les jeunes à se lever et à marcher avec la tablette, sortir dehors, parce que j'avais l'intention de ne pas juste leur faire lire un livre, mais aussi de les faire marcher et bouger. Ça, c'était un peu peut-être ambitieux, mais c'est arrivé à certains endroits où est-ce que les user action, par exemple, vont amener l'usager, puis je vais vous montrer le livre tantôt, vont amener l'usager à placer physiquement des tuiles de bois sur le livre et de scanner le livre avec ces tuiles-là qui sont placées sur le livre pour qu'elles soient scannées. C'est un peu overkill. Ça a été compris par 5 de l'audience comment utiliser ça. Mais c'est vraiment comme la réalité augmentée, là. C'est que tu places des objets physiques sur une map et tu prends ton téléphone et tu regardes la map. Donc, quand les gens regardaient le livre avec les tuiles, ils voyaient des personnages, on pourrait dire en 3D, surélevés au-dessus d'une application. Tous ceux qui ont fait de l'augmented reality avec leur téléphone comprennent ce que je veux dire, mais juste en mots plus simples, ça permettait d'ajouter du contenu en overlay dans l'app en regardant le livre. On a aussi fait des principes dans le livre qui étaient, attendez, je ne sais pas si je l'ai ici, on avait la caverne. Non, je ne l'ai pas, c'était trop tôt ça. Un peu plus tard, on a fait des interactions qui étaient, par exemple, Wuxia arrive dans une caverne et il peut laisser sa trace dans la caverne. Évidemment, l'enfant lit que Auremia voudrait laisser sa trace dans la caverne. Et là, la caverne change de zoom et on s'en va devant un mur. Et là, ça l'indique à l'usager qu'il peut dessiner avec son doigt. L'idée, c'était de permettre à l'enfant de dessiner sa trace dans la caverne, puis qu'à chaque fois qu'elle allait réouvrir l'app, son dessin qu'il avait laissé la veille était encore là, puis il pouvait en faire un autre. Comme la caverne de Lascaux de chaque enfant. Puis au début, je voulais mélanger tous les dessins de tous les enfants qui travaillaient avec Wuxia. On a arrêté notre loc à ça, on n'a pas développé ça, mais c'était vraiment apprécié des enfants de pouvoir dessiner leur symbole. Puis ça marchait beaucoup dans les événements quand on faisait des lectures en classe. Les enfants voulaient beaucoup participer parce qu'ils sentaient qu'ils étaient en train de laisser une trace dans l'univers de Wuxia. Fait que l'idée
pas juste de participer interactivement à la lecture, mais de pouvoir laisser une trace dans un univers reste assez majeur dans les découvertes qu'on a faites. C'est autant la lecture à voix haute, mais aussi la tactilité là, d'un geste. Je vais fermer ça. Fermer ça. Screen. Donc, une fois qu'on a présenté ça à FOST, c'était à Future of Storytelling, qui était un festival de storytelling. On a été approché par Killscreen. Ça, c'est juste pour vous montrer la séquence de ce qui s'est ensuivi dans cette histoire-là. Killscreen ont fait un article sur Wuxia, mais ils n'ont pas fait un article sur Wuxia tel qu'ils l'avaient vu. Ils ont fait un article sur Wuxia. Oh, attendez, c'est pas du tout ça. Ils ont fait un article comme s'ils imaginaient qu'est-ce que ça devrait devenir. Killscreen, c'est une compagnie qui fait des articles sur les jeux vidéo. Donc, pour eux autres, quand ils ont vu Wuxia, ils n'ont pas vu un livre. Ils ont vu un monde transmédia qui était accessible à travers une application. Donc, ils m'ont posé plein de questions. Moi, j'avais l'impression qu'ils allaient parler du livre, qu'ils allaient parler de l'histoire, mais eux, ce qui les intéressait vraiment, c'est que si j'allais réussir dans les prochaines années à créer ce qu'ils avaient, eux autres, perçu comme un narratif qui allait se marcher. Eux autres, ce qu'ils avaient compris, c'est que le but ultime de Wuxia, ça allait être un film dont vous êtes le héros qui se marche. Puis que ça allait utiliser évidemment la voix, puis la reconnaissance des corps pour être capable de savoir, OK, l'usager marche et il faudrait qu'il voit ça en ce moment. Il faudrait que l'image du renard qui court apparaisse. Il faudrait. Puis là, je leur posais des questions sachant qu'est-ce que vous voulez dire par un renard qui apparaît. Bien, il dit ton projet, il ne restera pas sur tablette. T'sais, ton projet, si tu veux que ce soit un film qui se marche, ça va être des projecteurs qui vont être dans la ville ou dans un espace, puis ils vont juste suivre la personne qui marche. Évidemment, tout le monde a vu Foresta Lumina ou d'autres trucs plus immersifs. C'est un peu ça qu'ils sentaient derrière Wuxia, puis c'était pas tout à fait ça que je leur ai présenté. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans ma rencontre avec Killscreen, c'est que ça m'a forcé à voir au-delà du Kickstarter, au-delà de la vision de l'artiste, que je pense qui était très, très forte, puis peut-être trop forte. Il y avait un besoin dans le marché de créer quelque chose qui allait créer un real-world causality. Donc, un vrai écosystème qui allait permettre à d'autres personnes que moi de créer. Puis ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était vraiment important d'en prendre conscience parce qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire en AR. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire des designers d'interaction avec les enfants. Puis je n'avais pas fini la job. J'avais juste fait un prototype. Mais si je voulais vraiment que ça devienne quelque chose que d'autres personnes utiliseraient, que, par exemple, d'autres chercheurs pourraient explorer ce qu'on peut faire avec ça, ça devrait devenir quelque chose d'un petit peu plus comme un shared space. Donc, ça m'a permis, quand on a présenté Wuxia, de donner, on pourrait dire, vie à une plateforme. Puis une plateforme, qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais vous amener là-dedans un petit peu plus de façon structurée. Puis s'il y a des questions plus tard sur la nature ou si vous voulez voir des illustrations de Wuxia ou lire la Bible, par exemple, je pourrais la partager, mais ça, c'est le côté plus du storytelling. Fait que je vais y aller plus, pour l'instant, platform-centric, juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai construit autour de l'univers narratif pour pouvoir supporter d'autres auteurs, d'autres cinéastes ou d'autres designers qui voudraient utiliser l'idée derrière Wuxia pour leur projet. Puis, juste avant de faire ça, je vais vous présenter un projet qui est né tout de suite après que la plateforme soit lancée. La plateforme, c'est Calmer. Donc, c'est une plateforme qui existe, mais qui n'est pas en ce moment en ligne. C'est un outil pour créer et distribuer des histoires interactives vécues sur un écran tactile avec un grand écran, mais qu'il faut lire avec un livre et ou avec la reconnaissance d'objets physiques. Puis, je vais vous montrer un peu quelques trucs là, que je suis en train de faire avec ça. Donc, le premier projet qui est né de ça, c'est l'Auto-Québec, la naissance du monde. Je vais juste vous montrer un petit extrait pour que vous compreniez un peu où est-ce que ça peut aller. Est-ce que ça va? OK. Je vais prendre ça pour un oui. C'est un peu ça que j'explore, c'est la poésie de la voix humaine.
Quand on la met en scène, quand on l'utilise comme un outil de participation, il se passe souvent des rencontres très intéressantes. La naissance du monde, inspiré d'un conte huron. L'Auto-Québec, c'est un acteur important de la culture québécoise. Ils sont derrière beaucoup d'événements culturels. Et ce qu'on a décidé de faire cette année-là, c'est de donner la chance à des artistes d'ici de pouvoir amener leurs idées à un autre niveau. Dans le cadre de Naissance du monde, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé une gang, donc Saga, à pouvoir faire évoluer une idée qu'ils avaient déjà, qui est Wuxia le renard. On se rendait compte que les jeunes avaient besoin de multisensorialité, fait que j'ai décidé de développer des idées d'interaction autour de la voix et des gestes au lieu de juste me focusser sur l'écran. Ce qu'ils voulaient faire, l'Auto-Québec et BBA, c'est d'utiliser la technologie de Wuxia pour en faire un événement public et des espèces de rencontres justement inattendues entre des gens qui ne se connaissent pas, qui lisent ensemble un conte. Avant que le monde ne soit créé, tout n'était que noirceur. Au cœur de cet univers d'ombre, un lièvre se tient immobile. Les oreilles pointées, les sens aux aguets. Le petit animal se met à avancer d'un pas prudent. Le conte se lit à voix haute et ça génère un film. Chaque phrase qui est entendue par cette technologie-là envoie un trigger à un serveur et ça fait apparaître des images en mouvement. C'est comme si vous étiez le narrateur d'un film. On a voulu créer des œuvres interactives qui rassemblent les gens. Donc, ils étaient obligés... Je vais arrêter là-dessus parce que je ne veux pas que Bleu, Blanc, Rouge fasse son pitch. Mais l'idée, c'est que la plateforme m'a permis de faire des présentations dans des musées, dans des clients commerciaux qui voulaient utiliser la reconnaissance vocale comme un trigger, comme un senseur, et en faire des campagnes. Le seul malheur dans tout ça, c'est que la campagne devient souvent commercialement un peu invivable, c'est-à-dire que c'est un stunt. Et donc, pour moi, ça m'a permis de gagner certains prix avec ça, mais ça ne m'a pas permis de valoriser l'univers narratif parce qu'il avait refusé évidemment de choisir un conte pour enfants. L'Auto-Québec m'a demandé d'écrire un autre conte qui était le même illustrateur, puis c'est moi qui ai écrit l'histoire, mais qui était plus adulte. Et donc, je n'ai pas pu faire la promotion vraiment de Wuxia à travers le projet, puis ça n'a pas vraiment aidé, en fait, la reconnaissance de la plateforme. Donc, ce que j'ai fait après, c'est que je suis allé voir des diffuseurs, donc TFO, je suis allé voir Radio-Canada, le ministère de l'Éducation, pour leur présenter... Excuse-moi, dans la cuisine. Donc, pouvez-vous me confirmer que vous voyez toujours mon écran, quelqu'un? Oui, on le voit. Okay, parfait, désolé. C'est pas grave. Donc, j'ai monté à ce moment-là, après littéralement, on pourrait dire 4-5 ans, un modèle d'affaires. Je n'avais pas vraiment fait de modèle d'affaires avant ça parce que c'était un projet pour moi qui était quasiment personnel et un peu trop passionné pour commencer à vouloir juste le vendre à des gens qui allaient comme l'utiliser à d'autres choses, par exemple, à d'autres escients que l'éducation des enfants. Puis je ne voulais pas que ça devienne une affaire, une poutine ou une déviance. Donc, j'ai écrit ce modèle d'affaires-là, qui n'est pas encore tout à fait ficelé, mais qui était calmé, augmenté et engagé avec Calmer. Donc, moi, je cherchais à valoriser une approche calme de l'informatique, invisible, une plateforme qui allait pouvoir permettre à d'autres personnes que moi de créer et de distribuer ces récits-là ou ces jeux-là, parce que je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut faire rapidement avec ça. Donc, Calmer, évidemment, c'était l'idée d'un playground autour de différentes sphères de la multimodalité, donc le toucher, l'écoute, les yeux, la sensation, la musique. Et j'ai fait une table des matières où est-ce que j'ai exploré tout ce que je n'avais pas exploré dans les 5 dernières années. Donc, j'ai présenté le projet pilote, un peu ce que je vous ai présenté. Donc, j'ai présenté Wuxia, le succès dans les écoles en Ontario, parce qu'en présentant à Radio-Canada, à TFO, puis au ministère de l'Éducation, TFO ont pris la balle et ils ont distribué 8500 livres de Wuxia dans les écoles en Ontario. Ça m'a permis de rentrer dans le système scolaire en Ontario très rapidement, en 2015-2016. Et j'ai appris plein de choses sur les écoles. Par exemple, il n'y a pas de bon Wi-Fi dans les écoles. Donc, mon application qui fonctionnait essentiellement avec Wi-Fi, ça prenait du Wi-Fi pour envoyer la phrase lue au serveur
de Wuxia puis de revenir. Donc, quand le Wi-Fi ne marche pas, ton application ne marche pas. Ça, c'est le premier apprentissage. Les écoles ont de la très mauvaise connectivité et donc Wuxia ne serait jamais un succès en école tant qu'on n'a pas du bon Wi-Fi. Ça a marché dans des contextes plus événementiels où est-ce que là, j'avais le contrôle sur le Wi-Fi, par exemple, au Festival Eureka ou au Festival TIFF à Toronto. J'avais une bande passante très élevée, il y avait genre 0 problème. J'ai évidemment présenté l'initiative de recherche de création de récits à plusieurs universités en Californie, au Québec, à Concordia, pour avoir d'autres chercheurs comme moi s'intéresser un peu aux problématiques que j'abordais, puis de voir, puis j'inclus là-dedans TEDx, ou les gens qui m'ont supporté à présenter le projet d'une façon plus académique. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui pensait que je faisais une maîtrise ou un PhD, puis je leur disais non, je suis un entrepreneur, tu sais, mais l'angle que j'avais donné au projet était vraiment un angle de recherche. Donc ensuite, j'ai aussi monté une équipe de développement. Je suis allé chercher de l'argent au CALC, donc au Conseil des arts et lettres du Québec, pour continuer le développement. Je leur ai littéralement dit, si je n'ai pas cette aide-là, c'est correct, mais ce projet-là ne va juste pas avoir de pérennité, puis je n'aurai pas la capacité de le documenter puis de le donner à d'autres. Mon idée, c'était vraiment pas de rester pris avec ça comme un produit sur la tablette, comme ça arrive souvent dans les différentes startups. Pour moi, il y avait vraiment une richesse de développement qui méritait d'être partagée et de développer avec d'autres. Un peu toutes vous autres aujourd'hui, vous êtes dans ce bassin-là de gens que je considère des développeurs d'idées, des designers, des chercheurs, qui peuvent faire en sorte qu'une plateforme comme ça ait du sens dans 5 ans. Donc, les fonctionnalités de base, les bénéfices de la plateforme, les audiences cibles, c'est toutes des choses que je n'avais pas vraiment réfléchi de façon poussée, là. J'avais fait ça comme un projet personnel venu d'un rêve. Donc, je m'en foutais un peu à qui j'allais vraiment parler d'autres. Puis même les usages, je ne les avais pas tous réfléchis, je les ai découverts au fur et à mesure. Puis même, en faisant l'exercice, je me suis dit qu'il y a peut-être des futurs usages, puis peut-être même des partenaires que je devrais rechercher, peut-être même des modèles de licence que je devrais inventer parce que c'est comme ça que certaines technologies ont survécu. Je vais juste donner un exemple. En 2020, ça va avoir fait 41 milliards que Apple va avoir acheté toutes les compagnies qui faisaient du AR et du spatial computing. 41 milliards. Pourquoi? Parce qu'ils achètent les brevets pendant 17 ans. Donc, depuis 2005, Apple a dépensé 47 milliards pour acheter toutes sortes de startups en AR, en spatial sound, en soundscaping interactif. Tout ce qui pourrait toucher la réalité dont je suis en train de vous exposer, qui est le spatial computing. C'est-à-dire, on se promène dans une rue, puis il y a des affaires qui se passent, puis on les entend, puis on les voit. Sans téléphone. Ces technologies-là sont prisées parce que ça va être le prochain téléphone intelligent. Puis le prochain téléphone intelligent, il n'y aura pas d'écran. Fait que ça vous donne un peu l'idée du scope d'un modèle de licence là-dedans. C'est comme qui va me tuer ou me cannibaliser? Combien de temps je devrais attendre avant de livrer une licence de ça? Est-ce que je devrais avoir fait quelques coûts commerciaux puis un peu d'argent ou je vais faire de l'argent plus tard? Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, quand j'avais présenté ça à New York, il m'avait dit, le premier, il perd toujours. C'est tout le temps le deuxième qui gagne l'argent. Genre Apple. Apple ne fait jamais le premier move. Ils attendent tout le temps de voir tous ceux qui se cassent la gueule puis ensuite ils prennent le jackpot. Et je me suis dit, OK, voici un premier exemple d'un film dont vous êtes le narrateur. C'est Wuxia. C'est le premier film qui se lit à voix haute. Ça, c'est le type d'illustration que les jeunes vont voir. Ça va être animé, ça va être interactif, animé par la voix, par le geste. J'ai donné des exemples de différentes formes d'événements ou d'installations dans l'espace public que j'ai fait, les réactions des enfants. J'ai présenté tout l'historique derrière le prototype, incluant même les rêves lucides, la recherche en IoT, puis en son, puis en machine learning avant 2005, le financement de Kickstarter, l'événement de TFO qui distribue mes livres, la présentation du prototype dans des grands festivals, le fait que Dimédia accepte de distribuer le tome au Québec dans Renaud-Bré et Pierre Chambault. J'ai vendu peut-être en tout, avec l'Ontario, peut-être 12 000 livres. Fait que il y en a qui vont considérer que c'est un best-seller, mais moi, j'ai fait 0 $ dedans. Je ne sais pas ça veut dire quoi best-seller, là, mais j'ai vendu beaucoup de livres, mais ça ne m'a pas servi à financer mon projet. C'était plus du love money. Ensuite, en 2017, j'ai eu de l'argent du Conseil des arts, donc j'ai commencé à faire un phase-out du prototype.
Puis j'ai commencé à lancer un appel pour Calmer, qui est la plateforme que je vous présente aujourd'hui. Donc, pour faire ça, j'ai inventé toutes sortes d'initiatives avec des chercheurs dans le monde des médias et de la technologie pour essayer de mobiliser le politique, pour essayer d'inventer des outils et trouver des partenariats. Certains partenariats qui sont là-dedans sont encore vivants, comme FOST, Eureka ou la BANQ. l'UQAM, Concordia, j'ai des bons liens avec certains chercheurs en littératie, mais ce n'est pas des partenariats payants, c'est des partenariats d'idées, on pourrait dire. Pour augmenter l'engagement avec tous ces contenus-là puis inventer d'autres usages, il fallait que j'arrête de centrer tout mon travail sur Wuxia pour que la plateforme permette à d'autres d'arriver avec leurs idées de contes ou d'histoires. Donc, avec Calmer, la vision, c'est que les espaces qui sont augmentés, ça permet l'utilisation de la reconnaissance vocale, de la vision numérique puis des objets connectés pour augmenter soit des expériences scénographiques ou des environnements physiques ou des récits natifs. Là, j'ai fait, évidemment, ce que je vous montre, là, c'est comment je réfléchis. Fait que, vous pouvez même me dire, genre, j'ai rien compris, puis ça va m'aider peut-être après à corriger mon texte. Mais un autre premier cas d'usage, c'est que j'ai mélangé Calmer et Wuxia. J'ai pris un récit qui est Wuxia, qui est un film dont vous êtes le narrateur qui valorise la lecture à voix haute. Je l'ai fait avec ma plateforme. Ça a marché du premier coup. Ça m'a pris, au lieu de me prendre un mois, ça m'a pris littéralement 2 jours. Fait que là, j'ai fait, je suis sur quelque chose, quelqu'un qui ne connaît rien, il pourrait utiliser ma plateforme, prendre un livre avec genre 45 pages, puis 2 jours après, il y aurait un livre interactif. Ça serait quand même efficace. Ça ne coûterait pas trop cher à faire comme production. Évidemment, vous allez voir des problèmes qui s'en viennent plus tard. D'autres possibilités, c'était d'aller voir les diffuseurs puis de leur faire des associations avec leurs émissions de télé ou avec les lumières Philips Hue. Puis quand les gens écoutent une émission de télé, vu que le contenu peut être entendu par la plateforme, ça c'était en 2015, il y avait encore la notion de second app, c'est-à-dire tu mets une application qui écoute l'émission de télé puis qui te suggère du contenu parallèle. Fait que là, j'avais commencé à explorer les usages qu'on pourrait faire à partir de contenus médias classiques existants dans les salles de classe, les bibliothèques, les maisons de la culture, les parcs, les places publiques, n'importe où il y aurait déjà du contenu existant que je pourrais augmenter avec ma technologie. J'ai commencé à explorer avec les diffuseurs qu'est-ce que ça pourrait avoir comme bénéfice. Toujours en reverse engineering, j'avais vraiment pas l'intention de vendre ça à des diffuseurs, mais en observant leurs problèmes, tu sais, je me suis dit, je pourrais augmenter le temps d'engagement avec une marque, avec des nouvelles façons d'exister avec du contenu qui existe. On pourrait accéder à la création de contenu complémentaire à travers des choses plus multi-channel. On pourrait réduire les coûts d'infrastructure avec des expériences second écran. On pourrait acquérir une meilleure connaissance des audiences avec les contenus qui sont consommés puis comment les gens le consomment de façon interactive. Mais encore une fois, tout ça, c'était théorique. C'était théorique parce que je cherchais le type de partenaire qui allait réagir à mon pitch. Donc, les opportunités pour les médias, les opportunités plus au niveau des fonctionnalités de Calmer. Par exemple, en ce moment, je peux reconnaître les phrases lues en français, anglais, espagnol puis mandarin, mais maintenant, en 2020, j'en supporte 52 langues. Fait qu'il y a-tu un endroit dans le monde où je devrais aller? Puis il y avait beaucoup de monde qui me disait, si tu vas en Chine, tu ne vendras pas juste 10 000 livres, tu vas en vendre 300 000. Ça, c'est 300 000, c'est 10 millions de dollars. Fait que je me suis dit peut-être que je devrais faire mon livre en chinois puis commencer à viser d'autres zones du monde qui sont plus innovantes ou du moins qui sont plus capables de se permettre l'innovation. Et ensuite, j'ai été en mode manuel. Donc, il y a beaucoup de profs qui me demandaient un mode de lecture manuel pour être, eux, comme professeurs, l'intelligence artificielle qui faisait en sorte que l'histoire avançait. J'ai trouvé ça intéressant parce que les professeurs, au-delà du AI, ils cherchaient à pouvoir eux-mêmes faire un peu, on pourrait dire, l'approbation si la phrase a bien été lue et donc de faire avancer l'histoire en fonction de leurs critères à eux en tant que professeurs. Donc, dans la nouvelle application, je n'ai pas mis juste la reconnaissance vocale de l'intelligence artificielle, j'ai aussi mis un mode manuel professeur, un teacher mode, qui permettait aux professeurs de choisir si oui ou non l'histoire devrait avancer. Donc, c'était intéressant de voir l'évolution avec la contribution des gens parce que toute la complexité de faire du AI était, on pourrait dire, non nécessaire parce que je pouvais tout faker ça avec un remote control puis faire avancer l'histoire comme si la machine avait reconnu la connaissance. C'est moins magique, mais de façon pragmatique, les profs préféraient ça. Ensuite, j'ai développé une bibliothèque média. Donc,
En 2015, on supportait les images, les vidéos, les fichiers sonores. En 2021, je supporte des scènes spatiales en 360, VR ou directement dans la tablette. On supporte la reconnaissance d'objets, donc des photos, des objets, des voitures, des aliments, des chats. Je reconnais à peu près 10 000 objets. Puis, on est capable de reconnaître où la tablette se trouve. Donc, je peux faire apparaître dans la tablette, mettons, je te dirais à l'enfant, va dans le parc NDG à 8 heures. Bien, l'histoire va comme se poursuivre s'il est à la bonne place. Rien de nouveau si vous avez joué à Pokémon Go, mais ça fait, comme je vous dis, ça faisait déjà. Les enfants, allez en haut, s'il vous plaît. Puis, l'activation des composantes comme Philippe Hue, tout ça, j'ai mis ça de côté parce que c'était vraiment pas demandé. C'était vraiment overkill. Donc, les visites guidées des 5 piliers, il y a un éditeur d'expérience où est-ce qu'on dit voici une phrase, voici les sons qui sont associés à cette phrase-là, voici les images qui sont associées à cette phrase-là. On a une bibliothèque média de vidéos, de sons qui peuvent être associés. On a tous les contrôles qu'on peut donner à l'usager ou les contrôles, par exemple, de looping un son. On a toutes les options de navigation de faire pour la navigation dans la librairie de Calmer pour pouvoir se procurer des livres. Il fallait que je fasse une navigation comme une librairie de livres, mais dans le fond, c'est des livres dont vous êtes le héros qu'on achète. Et j'ai présenté mes phases de développement. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment l'état brut là, de toute cette genèse-là. En 2018, on a sorti une plateforme éditeur. J'ai fait 10 événements. Je n'ai pas réussi nécessairement à relancer la promotion de la plateforme sans avoir un nouveau livre, par exemple. Puis mon nouveau livre est en train d'être produit. Donc, j'ai 8 tomes de workshops que j'ai écrits dans les 3 dernières années. Donc, quand je vais relancer la plateforme, je vais avoir des exemples très concrets d'histoires qui fonctionnent, puis probablement des histoires de partenaires. Fait que là, je suis en train de chercher des partenaires depuis 2019. Donc, les partenaires que je présente cette plateforme-là ne comprennent pas toujours à quoi ça va servir. Donc, je dois présenter différents modèles, différents types d'approches pour différents types de personnes. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des parents qui sont prêts à payer 50$ par année pour faire partie ou 5$ par mois. C'est probablement le maximum que les gens sont prêts à payer. Ensuite, j'ai analysé les profs et les écoles. En faisant 5 ans de présentation dans les écoles, je me suis rendu compte que nos écoles ont vraiment besoin d'argent du gouvernement si on veut qu'ils innovent, si on veut supporter les professeurs qui sont créatifs, parce qu'ils ont 50 places par mois par classe. Ça, c'est l'argent qu'ils avaient à me donner pour que je présente mon projet, là. Où des fois, il y avait 500$ par année pour des ateliers de création en classe. C'est rien, 500$. Il faut vraiment que tu sois très généreux pour travailler avec les professeurs et les écoles, mais pour moi, c'était super important. Mais ce n'était pas rentable pour moi. Fait qu'après 5 ans, malheureusement et heureusement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas supporter le milieu éducatif sans qu'il y ait des vrais bailleurs de fonds ou des vrais supports financiers là, pour ce genre d'approche-là. Je continue à présenter en école, mais de façon beaucoup moins agressive. J'ai fait beaucoup d'événements. Là, ce que je vous montre là, c'est les choses qui ont fonctionné. Donc, tu sais, je suis arrivé à des barèmes de prix qui étaient pour des événements 500 par jour, pour des ateliers de création avec Calmer, 1500 par jour. Tu sais, ça me donnait une motivation de trouver un modèle d'affaires autour de ces différents types de licences-là. Et ensuite, ce que je présente aujourd'hui, là, c'est est-ce que je peux aller vers les entreprises et les médias? Je l'ai fait avec l'Auto-Québec. Est-ce que je pourrais faire en sorte? Donc, les assistants narratifs pour jeux vidéo, les assistants de mathématiques, par exemple, une histoire qui progresserait en fonction de questions mathématiques. Par exemple, le héros dit ça fait combien 10 plus 3? Puis quand tu réponds 13, l'histoire avance. Donc, je pourrais faire un assistant de mathématiques avec Calmer sans que ce soit du narratif traditionnel. Ça pourrait être une très belle façon, à vrai dire, d'apprendre les mathématiques. C'est venu d'un mathématicien qui m'avait dit que le plus gros problème en mathématiques, au primaire et au secondaire, c'est la compréhension de problèmes. Ce n'est pas les mathématiques, c'est la compréhension du texte. Et donc, quand moi, ça m'avait frappé en me disant « je pourrais aider les étudiants à comprendre ce qu'ils sont en train de lire », je les aiderais en mathématiques. Même chose pour les jeux de lecture pour jeunes enfants. Je n'ai pas attaqué le marché des jeunes enfants, mais quelqu'un qui était en développement de produits m'a dit « si tu veux réussir à lancer un produit, le domaine le plus riche pour toi, ce serait les parents.
les parents vont être très, très sévères sur les jouets, les livres qu'ils achètent à leurs enfants entre 3 et 9 ans. Et donc, si tu réussis à les séduire puis à leur donner courage ou, disons, confiance, tu vas avoir une masse d'intérêt extrêmement fidèle pendant 7 ans. Pas mal sûr que ce serait la meilleure niche pour toi. Mais le problème, c'est que les jeunes enfants lisent encore une fois, une tonalité tellement élevée que ça ne marchait pas avec Calmer. Ça marchait, par exemple, avec les objets. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à shifter de ne pas utiliser juste la voix, mais utiliser aussi la caméra du iPad. Des bandes dessinées augmentées, j'ai voulu en faire Harley Smart, que vous allez entendre un petit peu plus après moi, qui était le premier d'ailleurs qui m'a aidé à faire mon prototype de livre. C'est assez fascinant. Harley faisait de la publication des livres imprimés. Il s'apprêtait, je pense, à aller dans ce monde-là du AR et du livre. À l'époque, il n'avait pas encore fait le saut, mais quand on a parlé ensemble à l'époque, je savais que ça allait être quelqu'un qui allait créer des innovations en bande dessinée puis en roman augmenté. D'ailleurs, il va sûrement vous en présenter. Ensuite, j'ai été approché par plusieurs parents. Puis ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire beaucoup de recherches dessus sur y a-t-il du financement pour ça, sur des coachs de lecture. Donc, quand j'ai présenté mon projet, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient de la misère à lire quand même en classe. Beaucoup d'enfants qui avaient de la dyslexie, du TDAH, même de l'autisme. Puis tous ces enfants-là prenaient l'application et essayaient de lire quand même. Il y a même des parents qui me disaient « Ah, c'est beaucoup trop compliqué pour mon enfant, il ne sera pas capable de lire. » Puis finalement, l'enfant, peut-être parce qu'il était motivé par autre chose que la lecture, peut-être motivé par l'ensemble des interactions qui lui étaient proposées, lisait pareil, finissait par faire avancer, avait un gros sourire souvent de fierté d'avoir réussi à faire marcher la machine parce qu'il avait reconnu ce qu'il avait dit. Donc, pour moi, la dyslexie, ce n'est pas un problème, c'est comme une opportunité, à vrai dire, d'aller chercher peut-être un pont avec la réalité de ces enfants-là, puis de leur donner des outils pour qu'ils développent, premièrement, de la confiance, parce que c'est ça qui fait que tout se règle. C'est la confiance que tu vas t'en sortir, puis tu vas trouver les ressources, puis c'est peut-être pas juste Calmer qui va régler ça, mais ça donne la confiance de continuer le travail. Puis finalement, l'augmentation de jeux de table avec la caméra, donc tu mets l'iPad, tu joues à un jeu de société, c'est le même principe qu'un livre, tu parles, il y a des choses qui avancent sur la table de jeu. Donc, en ce moment, je travaille sur ces choses-là. Et dans les usages futurs que j'avais imaginés, logiciel de présentation, des publicités interactives, je me suis éloigné un peu de ça, comme vous savez, mais ça peut être des choses qui reviennent. Puis des interactions narratives pour les Smart Apps. On en voit en masse. J'ai décidé de ne pas aller là-dedans, mais je pourrais faire la chose que j'ai faite avec Wuxia, avec Google ou Alexa. Je pense bien qu'ils vont s'en aller vers ça pour les enfants. Je pense qu'Alexa commence à introduire des bedtime stories là, pour les enfants, puis Apple avec Siri aussi cette année. Donc, les partenaires que je recherche, c'est des compagnies d'édition, des logiciels d'entreprise, des chaînes de télé, des distributeurs de jeux et ultimement des parents, des enfants et des professeurs si jamais le ministère de l'Éducation ou d'autres consortiums commencent à mettre un petit peu plus d'argent en éducation. Ça va valoir la peine de soutenir ça. Et là, ça met un peu la table sur cette grande genèse. Est-ce que je peux mettre juste un bémol ici, puis juste avoir une idée des questions ou de l'orientation que vous aimeriez que je donne à la suite? N'hésitez pas s'il y en a qui ont des préférences, là, ouvrez votre micro et ou votre caméra ou écrivez dans le chat, il n'y a pas de souci. Ou Michel, je ne sais pas si tu as une orientation particulière que tu aimerais entendre. Attendez, je vais juste mettre ma caméra là. Bon, il faut réactiver un peu l'ensemble de nos trucs. Moi, ce que je trouve toujours fascinant avec Jonathan, c'est la constance. L'expérimentation, c'est vraiment... tu sais, quand on parle quand il parle de Wuxia, c'est issu d'un rêve. C'est quand même vraiment intéressant. Comme on a une idée, puis finalement, ça occupe 20 ans. Ça marque une vie. C'est intéressant aussi de penser le future of storytelling, évidemment le futur de la narration
de la narration. On est vraiment là-dedans. C'est intéressant de voir aussi les défis que ça pose à l'artiste entrepreneur, l'entrepreneur artiste, avec ses idéaux et sa volonté de poursuivre la création de récits. Et en même temps, l'arrimage avec l'entreprise, le modèle d'affaires. Et ça, c'est pas simple. Donc, c'est d'arriver à être confronté à inventer des modèles de licence en tant qu'individu indépendant. C'est pas facile. Là, on ne parle pas d'une entreprise extrêmement richissime, là, mais il faut arriver à un moment donné à inventer ces licences-là. Et les créateurs comme Jonathan sont un peu orphelins d'organisation parce que c'est un entrepreneur, c'est aussi un concepteur, scénariste, tout ça, mais il est à l'avant-garde donc des barèmes ou des besoins qui sont nécessaires pour encadrer un système économique. Donc, il est obligé de l'inventer. C'est vraiment intéressant à la fois comme l'invention d'un modèle de licence, donc de modèles entrepreneuriaux pour la vente d'un livre. Ensuite, il y a aussi toute l'identification, tout le travail de structuration qu'il a effectué autour de la scénarisation puis le découpage des enjeux de l'interactif. À la fois, alors c'est très simplement expliqué avec l'éditeur d'expérience, la bibliothèque des contenus, les contrôles, donc la multitude des outils de contrôle qui sont les senseurs, les capteurs, le téléphone, les sources donc d'interaction. Ensuite, il soulève le sous-financement du milieu éducatif, c'est quand même un gros morceau. L'assistant de mathématiques, c'est un enjeu en fait que je voulais remettre en parallèle aussi avec les initiatives innovatrices de Steve Lemay qu'on a aussi accueilli lors d'un webinaire de mutation plus tôt en avril. Alors, sur ce, je céderai la parole au public pour des questions. C'est trop dense, c'est trop difficile, mais... Ouais, je ne sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais parler aussi. Puis, Jonathan, je ne sais pas, la question de la Bible. À vrai dire, j'ai comme, tu sais, je vais juste réouvrir l'accès de mon disque. Là. Je ne sais pas pourquoi. Mon Google s'est déconnecté. Je suis en train de... La technologie des Je voulais juste vous montrer. Il y avait beaucoup de choses quand même que je pourrais vous montrer dans les fichiers de production, tu sais, sur les 5-6 dernières années, les images. Là, je vais vous partager la Bible, qui est comme un peu l'écriture des 8 tomes, puis tu sais, comment on a fait pour se rendre compte qu'un livre de 30 minutes pour des enfants, c'est trop long. L'attention des enfants, c'est 10 minutes. Fait que quand tu arrives en classe puis tu fais de l'activité, les profs, ils trippent. Puis après 15 minutes, tu te rends compte que les enfants de 8 à 11 ans, c'est énervé après. Tu sais, c'est très dur d'avoir leur attention non divisée pendant 10 minutes. Fait qu'il a fallu que je pense faire des expériences plus courtes. Fait que là, tout ton ego d'artiste qui est là, mais non, c'est 40-30 minutes. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Goldorak, ça durait bien plus que 30 minutes. Finalement, c'était pas vrai. Goldorak, c'était 15 minutes. Fait que je me suis rendu compte que je m'étais conté des histoires parce que j'étais trop centré sur mon affaire, mais c'est ça. Puis il y a du monde aussi qui ont vu, je suis allé voir des amis qui sont dans l'éducation, comme Classcraft, ou des gens qui ont fait des applications pour les écoles. Ça leur a pris 10 ans de pénétrer le milieu, là. Fait que moi, je n'avais pas cette patience-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un sous-financement en éducation, mais il faut avoir une patience au-delà de l'entrepreneuriat. Il faut être passionné, puis dédié, puis avoir des très bons contacts pour rester vivant en éducation. T'sais. Mais je pense que c'est hyper important qu'on le fasse. J'ai vu des profs, des innovateurs en pédagogue incroyables, mais leur patience, c'est qu'ils sont dans le milieu.
puis ils sont patients. Puis, tu sais, quand tu es entrepreneur puis qu'il faut que tu ramènes de l'argent sur la table, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur milieu pour avoir ce genre de thinking-là. Mais je pense quand même que le EdTech en 2021 pourrait être une énorme source d'opportunités pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de besoins en éducation. C'est hallucinant. Là. Il manque d'argent, mais il manque aussi de gens comme nous autres qui s'intéressent à ce milieu-là. Quand je dis s'intéressent, s'impliquent. Moi, je suis allé faire des lectures de wuxia à des jeunes défavorisés, n'importe qui, des dyslexiques, des parents d'autistes. Puis ils me disaient tout Chris, il en faudrait plus des gens comme ça. Il y en avait, là. Il n'y a pas juste moi, là. C'est juste que je me rends compte que la raison, c'est que si tu as donné 50$ pour 8 heures de travail, c'est ça. Il y a quand même le programme d'artistes à l'école qui dont tu fais partie. J'imagine que tu en fais partie. Non. Je dois faire partie d'un autre engagement, mais là, je prends des notes, Michel. Non, mais le programme d'artistes à l'école du ministère de la Culture et de l'Éducation est très important et finance les interventions d'artistes dans les écoles. À partir de ce moment-là, les écoles peuvent inviter des artistes, doivent monter des activités et ça dépend de la volonté des professeurs qui sont dans l'institution. Et c'est un programme qui a beaucoup d'années, une vingtaine d'années. Et c'est quand même relativement, c'est payé correctement. Puis ça permet à beaucoup de projets de fréquenter les écoles. Il y a eu une volonté de réinvestissement aussi dernièrement du gouvernement. Mais là, évidemment, avec la pandémie, c'est la catastrophe. Là. Mais on va en sortir. Là. On est sur le bord de revenir à un niveau de normalité. Mais en tout cas, il y a une autre chose, moi, un point sur lequel je voulais revenir. C'est toujours un point qui me fascine, c'est l'importance de la gestion des fichiers. C'est tellement important avec un projet numérique. Puis, comment structurer les informations, comment rattacher les informations les unes avec les autres, puis comment l'articuler dans un modèle qu'on peut communiquer à quelqu'un d'autre. Alors, un modèle qui peut être transmis à la personne qui fait le graphisme, l'illustration, l'animation, la programmation. Et c'est pas le premier fichier Excel que je vois et c'est pas le dernier non plus. Ça n'a pas l'air tellement sexy comme ça, mais c'est le fichier à la base de la structuration d'un projet potentiellement complexe, interactif, c'est cette structure-là. Alors, oui, puis je pense même qu'il ne faudrait pas que je fasse des blagues là-dessus, mais je travaille chez Bienvue dans le jeu, puis Excel, c'est probablement 80% de ma vie. Là. C'est des fichiers qui vont me permettre de structurer l'information de façon très structurée, mais aussi partageable. Tu peux faire des commentaires dans chacune des cellules. Tu peux importer un fichier Excel en JSON, donc directement dans un système de database. Dans le fond, Excel, c'est une database. Puis c'est pas Microsoft qui a inventé Excel, c'était un autodidacte qui a inventé Excel et qui l'a vendu, je pense, en 86. Là, mais Excel, c'est utilisé partout en jeu, c'est utilisé dans toute l'écriture interactive. C'est rendu mon ami. Mais c'est vrai que ça peut être plate, sauf que tout le monde connaît Excel. Puis tu peux l'utiliser pour faire du storytelling puis des content inventory. Même chez Sidley, tout ce qui est gestion d'inventaire de contenu, c'était en Excel. Là. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que ce n'était pas un choix d'outils, c'était juste, on cherchait un outil qui allait faire que les écrivains, les programmeurs et les cinéastes allaient tous s'entendre. Excel. C'est weird, mais c'est ça. Il y a des outils pour les cinéastes, il y a des outils pour les développeurs, puis tous les types de métiers, mais Excel, c'était l'outil qui ralliait tout le monde à la même place. Là. Il y a une question dans le chat. Nathalie qui demande y a-t-il d'autres erreurs ou obstacles que tu as surmontés, des choses à faire attention, à éviter, à privilégier selon ton expérience? Quelles sont les opportunités de l'avenir selon toi? Je sais pas si, oui, à vrai dire, je pense que c'est une bonne question. C'est probablement
diversifier les raisons pour lesquelles tu fais un projet. Tu sais, quand tu fais un projet de passion, tu finis par oublier les commentaires importants que les développeurs ou d'autres gens disent « Pourquoi tu n'aurais pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça? » Par exemple, j'ai fait un livre en carton, embossé, avec un imprimeur qui était transcontinental, un projet de fou. Là, ça m'a coûté 25 000 imprimer 8 000 livres. Là. Puis quand je repense, j'aurais pu faire ça vraiment plus petit. Mais je voulais avoir le produit fini. Je voulais dire, j'ai fait un livre, puis il est beau, puis il est magique. Puis je voulais pas faire un livre en papier, flexible, cheap. Mais j'ai quand même perdu 100 000 dans cette espèce de folie-là, narcissique, de dire genre, j'ai fait un livre, il est beau, il est écœurant, il est embossé, c'est le livre de mes rêves, tu sais. Mais il y a beaucoup de monde qui dit, mais c'est malade, tu sais. Tu sais, business-wise, c'est malade. Donc, je pense que le conseil, c'est d'équilibrer la passion avec un sens des affaires aussi. Tu sais, que là, aujourd'hui, j'ai perdu en masse de cash dans ce projet-là pour ne plus refaire la même erreur, mais pas de faire des projets fous, là, mais de juste faire deux choses en même temps. C'est de continuellement chercher qui trouverait quel partenaire pourrait me supporter là-dedans. Tu sais, je suis allé chercher l'Auto-Québec 4 ans plus tard, hein, mais j'aurais pu les approcher tout de suite avec ça. Là. Donc, j'aurais pu être plus agressif sur les partenariats. Tu sais. Je suis allé les chercher 4 ans plus tard, j'étais fatigué, tu sais, j'avais mon partenaire, Saga, on ne s'est pas entendu là, sur la viabilité du projet à cause justement des écoles. Tu sais, quand on pensait que nous, ça allait pogner au bout des écoles. C'était un faux... même le ministère de l'Éducation m'ont dit que je vivais en 2036. Je me rappelle, j'ai fait ma présentation au ministère de l'Éducation, ils m'ont dit que je vivais en 2036. Je dis non, mais je suis en Ontario partout, dans toutes les écoles. Puis là, je n'avais pas bien compris la politique des patentes. Là. Ça prend du temps, faire tes armes, puis il faut que tu ailles voir les profs, il faut que tu passes par les bons réseaux. C'est vraiment très hiérarchique, le milieu de l'éducation. J'ai essayé de scapegoater ça puis de sauter des étapes. Donc, sauter des étapes, surtout en éducation, ce n'est pas vraiment une option. Puis de développer des partenariats d'affaires, même si c'est un projet artistique, capital. Surtout en 2021, où est-ce que les startups, les clients qui veulent faire de la distribution sont vraiment avides d'idées d'artistes. Parce qu'ils cherchent de la poésie. Là. Il n'y en a plus de poésie. Là. Et, les artistes arrivent avec des affaires champ gauche, ça peut surprendre. Il y a des développeurs qui sont écœurés de leur day-to-day job. Moi, là, Wuxia, là, quand j'ai réussi à tirer les programmeurs, c'est des programmeurs qui étaient en AI, qui étaient écœurés de faire du AI pour du corporate. Fait qu'ils se sont donnés à fond dans le projet, puis tout le monde leur dit c'est impossible que ce que Jonathan demande. Ils l'ont fait. C'est un petit gars de 22 ans qui a fait le script, qui a fait que ça marche. Il a dit « Ah non, je sais qu'est-ce qu'on va prendre. On va prendre Open Ears, là, c'est une affaire du MIT qui dort sa tablette. Là. Mais moi, je sais comme, j'ai une idée, là, check-moi bien aller. » Puis là, genre 2 mois après, il est arrivé avec un prototype qui marchait, puis tout le monde était là « Mais comment tu as fait? » Ben, j'ai réduit le bruit avec ça parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre dans la voix, c'est qu'il faut enlever le bruit avant d'écouter ce qui est dit. Donc maintenant, Google, avec leur algorithme, ils font ça automatiquement. Comme quand tu parles, il y a du bruit, là, il y a du fond, il y a un bruit de fond, il faut l'enlever de façon algorithmique. Donc, il y a un ordinateur qui écoute, il dit ça n'appartient pas à la voix humaine, il enlève ce background noise-là, le white noise, et là, il dit c'est ça les mots que j'ai entendus. Puis tout ça en 1 seconde. Tu sais. Il y a beaucoup de monde qui débarquait du projet. Donc, tu sais, de donner confiance dès le début, je pense que qu'est-ce qu'il faut faire aussi, c'est de séparer, juste pour répondre à la question encore mieux, là. Moi, j'ai pitché le projet comme un livre, un app. J'aurais pas dû. J'aurais dû vendre le projet de Wuxia le renard comme seulement une histoire, un univers narratif. That's it. Puis tout le reste, toute la petite poutine autour, c'est juste du marketing. Parce que le problème après, c'est que les gens, ils pensaient qu'ils achetaient un app. Ils pensaient qu'ils ramenaient tout ça. Mais là, Wuxia, là, ça n'existe plus. Ben oui, man, mes livres sont chez Renaud-Bré, man. Mais c'est pas ça que ça l'a aidé. T'sais. Ça l'a aidé énormément à faire connaître Jonathan Bellil puis la plateforme, mais pas le livre. Fait qu'à un moment donné, les ventes du livre ont baissé. Puis là, ben, je me suis ramassé pas avec un projet mort, mais avec un projet qui est comme un peu décontenancé entre... j'ai l'app qui est super développée, mais qui n'est pas sur le marché, puis j'ai un livre qui est écrit, illustré, mais qui n'est pas publié. T'sais. Fait que je pense qu'il y a peut-être une séquence à donner aux choses, c'est-à-dire lance ton univers, assure-toi d'avoir une communauté assez forte pour te soutenir dans les moments durs. Ce que j'ai pas... Ben, je dirais que je l'ai avec vous autres parce que Michel m'invite tout le temps à en parler, puis je trouve ça vraiment stimulant de le présenter à d'autres créateurs.
mais il faut que je trouve de l'argent pour supporter. Donc, tu sais, développer une communauté passionnée sur ton histoire, c'est une chose. Puis trouver des partenaires d'affaires qui vont te backer dans les moments où est-ce que justement, il faut qu'il y ait une forme de pérennité, là, une plateforme. C'est pas un stunt. Vu que pendant 5 ans, je pensais qu'il allait avoir un marché qui allait se développer, mais c'est pas comme ça que ça se développe un marché. Il faut que tu frappes vraiment un besoin. J'ai pas frappé un besoin. J'ai frappé des passions. J'ai frappé des... Juste pour répondre à la question de la dame, là, c'est pas la passion qui font que les gens y achètent. C'est une nécessité. Puis je n'avais pas touché ça. Je n'ai pas touché quelque chose que les gens allaient se tuer là, pour acheter. Là. Les seuls qui ont réagi passionnément, c'est des parents dyslexiques. Il n'y en avait pas des milliers, là, mais qui m'appelaient et disaient hey, ça serait écœurant pour mon fils. Puis là, j'ai commencé à me sentir plus touché, mais il faudrait que j'oriente tout mon projet vers ça. Puis j'étais comme, man, je ne suis pas un pédagogue. Là, je ne suis pas un chercheur. Je ne peux pas m'autoriser à faire de la recherche en dyslexie. Puis quand je suis allé voir, je suis allé dans les différentes universités, tout ça, j'ai cherché des fonds. Mais je n'ai pas un PhD là, en sciences éducation, je n'ai pas un PhD en neuropsychologie. Je n'attirais pas ces fonds-là. Donc, je restais probablement entre l'arbre et l'écorce. J'étais l'entrepreneur artiste, mais qui aurait besoin de fonds de recherche d'université ou de fonds de... Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que j'ai pas mal donné des... Bien, j'ai essayé. C'est sûr que tu n'as jamais pris le chemin le plus facile. Alors, quand on parle des obstacles, ça en est certainement. Donc, la question du modèle d'affaires, des licences, le développement aussi, défricher un nouveau terrain, la recherche de partenaires, l'arrimage avec les universités, puis l'arrimage avec les subventions aussi. Il faut être aussi alerte parce que là, en ce moment, un des buzzwords du Conseil des arts du Canada, c'est l'accessibilité. Donc, c'est rendre les contenus accessibles à une diversité de clientèle. Donc, si on développe une application qui vise une clientèle particulière, c'est un des critères, c'est un des objectifs du Conseil des arts du Canada de développer ce genre de projet. Donc, s'adresser à des clientèles, ça devient pertinent. Donc, il faut penser aussi au Conseil des arts du Canada puis au Conseil des arts et lettres du Québec pour le développement de ce genre de projet. Mais aussi... Non, mais tu peux continuer à parler, mais je vais partager mon écran parce que je vais vous montrer des affaires. Il me reste combien de temps? Ou... Bien, on peut continuer une petite 10 minutes. Là, on a une question. Juste pour montrer des trucs. Quelles années sont privilégiées pour l'avenir? Quelles technologies? OK, ça, c'est intéressant. C'est sûr que la voix, comme je vous ai montré, c'est 0,1 sous par mot qui est envoyé sur l'Internet et reconnu. Fait que ça vous donne une idée. C'est pour 30 minutes de lecture, c'est 5 $. S'il y a quelqu'un qui est prêt à payer 5 $ pour une fois une lecture, ben envoyez-moi-les. C'est un marché qui est encore très jeune pour la lecture sur le AI. Même Google ne fait pas ça, même Siri ne fait pas ça, même Alexa ne fait pas ça parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Ce qu'ils font, c'est des assistants personnels, des assistants pour les docteurs, des assistants pour les centres d'appel. C'est là que l'argent allait. Quand ils ont fait leur argent, peut-être qu'un jour, ils vont le donner, comme Google a créé Classroom, que tout le monde utilise, ils vont le donner gratuit aux écoles. Comme Microsoft va sûrement donner Cortana aux écoles quand ils auront fait le cache dans les centres d'appel. Il y a tout le temps une masse d'opportunités. En ce moment, ma meilleure direction, c'est la reconnaissance visuelle des pages. Donc, c'est une lampe. Je suis en train de travailler avec une... C'est toujours l'idée quand j'utilise iOS ou Android. C'est connecté à une lampe. Puis dans la lampe, il y a une petite caméra qui est placée au-dessus du livre. C'est une lampe de chevet ou une lampe de lecture que je suis en train de développer. Puis la lampe, elle voit où est-ce que l'usager est sur le livre. Fait que dans le fond, quand il lit, c'est pas tout à fait lié à ce qu'il lit, c'est lié à ce qu'il voit. Puis il peut se déplacer avec la lampe, il peut aussi, il y a du son qui va sortir de la lampe. Fait que c'est juste pour éloigner encore une fois le problème de la voix avec le AI qui me coûte 5 $ par 30 minutes. Je vais continuer à faire Wuxia, je vais continuer à garder la plateforme vivante, mais ça va être plus être avec la vision numérique dans la prochaine année. Là.
Puis l'idée, c'est que je continue à chercher un partenaire juste pour supporter les frais. Tu sais, on parle juste de 100$ par mois. Je ne suis pas en train de parler de 1000$ par mois, parce qu'en 2015, ça me coûtait 1000 par mois. En 2019, Google a lancé leur système de reconnaissance en 52 langues avec un service pour le public. Donc, vous autres aussi, vous pouvez utiliser. Puis ça, c'était vraiment important parce que ça m'a permis de supporter 52 langues, mais aussi de sortir une plateforme qui coûtait vraiment moins cher par mois. Là. Ça me coûtait 1000$. On vient de perdre Jonathan. Donc, ben voilà. Ben, Jonathan est revenu. Est-ce qu'on te laisse mot de la fin, Jonathan? Ton micro, Jonathan. Je vais partager des trucs avec vous pour aller plus profond parce que tu sais, je ne peux pas tout présenter, toute la production qui a eu lieu là, en 5 à 8 ans. Mais tu sais, comme par exemple, j'ai des images que je pouvais présenter, les façons qu'on a sauvé du temps aussi en production, tu sais, parce que il fallait couper. Il fallait produire un film de 30 minutes, il fallait produire la musique, il fallait faire des choses qui étaient liées juste au storytelling dans le projet. Donc, comment on a géré le budget était assez créatif. Ça, je pense que ça vaudrait la peine que les gens voient comment on a splitté les efforts pour arriver à faire et un app, et un film, et un livre. Parce que, comme je dis, la plupart des gens disaient que c'était impossible à faire comme projet avec 64 000 $. Faut pas, le plus grand conseil, c'est qu'il faut croire vraiment personne. Parce que tout se fait avec la passion. Tu sais, tous les gens qui ont contribué, c'est des gens qui ont donné probablement un petit peu plus dans le projet qu'ils l'auraient vraiment fait s'ils n'avaient pas aimé le projet. L'histoire est capitale. C'est ça qui fait que c'est tous des pères de famille, les programmeurs, c'est tous les musiciennes qui m'ont aidé. Il y avait Joran, il y a beaucoup de gens qui ont participé au projet en effort, soit par les idées, soit par leur art. Puis c'était pas tout le temps pour l'argent. C'est vraiment important au début d'aller chercher une vraie communauté si on veut que ce projet-là nice. Après ça, c'est vraiment de s'assurer que le projet est entendu par d'autres partenaires complètement champ gauche qui peuvent arriver avec des capitaux de d'autres marchés. Surtout si tu n'as pas identifié ton marché comme moi, je n'avais pas identifié. Mais sinon, je remercie vraiment beaucoup Topo là, de l'occasion tout le temps de présenter Wuxia. Moi, j'essaie de relancer Wuxia dans les 2 prochaines années. Fait que ceux qui sont intéressés à en faire un livre augmenté ou même s'ils ont des idées champ gauche par rapport à ce qu'ils ont vu aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter Topo. Je cherche ce genre de personnes-là en ce moment. Puis si on peut trouver des financements pour faire vos projets puis que la plateforme, vu qu'elle existe déjà, ça l'accélère l'attribution, on pourra le faire comme ça. Jonathan, est-ce que tu es actif? Je ne sais pas si tu es actif sur Facebook, mais on a créé un groupe justement autour du forum qui s'appelle Mutation, le livre à l'art numérique, espace communauté. Je mettrai le lien dans le chat. Je t'invite, je ne sais pas, te parler de partager peut-être des documents ou des images. N'hésite pas à peut-être à en mettre à cet endroit-là. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés aussi, tu sais, des fois, ça peut. Tout le monde est invité, là, bien sûr, au groupe. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à un ou l'autre. À travers ce groupe-là, ça va me faire plaisir de relayer tout ça. Quand ça va revenir, je vais leur lancer à Topo-là. Quand les 8 livres vont être lancés, vous pourrez aller faire l'expérience des 8 livres puis peut-être même proposer votre propre projet. Bien, aussi, je voudrais mentionner que le Forum Mutation se poursuit la semaine prochaine avec un autre volet autour de l'innovation narrative. Mais aussi, on compte tenir un salon de l'édition numérique à l'automne, donc en septembre. On regarde les dates en fonction aussi de la pandémie, là, mais on souhaite tenir le salon de l'édition numérique en septembre chez Antism Books, que nous accueillerons à partir de 15 heures. Parfait. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, c'est évidemment un au revoir. À bientôt. Ben, moi, je vais rester pour... il y a une demi-heure de break, c'est ça? Oui, on a 25 minutes. OK, bon, ben, je vais être là pour aller. Bonne pause Merci tout le monde. Merci à tous. Bye-bye.